Hello, salut tout le monde, salut AfroGeek, bienvenue. C'est ta première sur la chaîne et c'est à la fois aussi la première de la chaîne Twitch en même temps que la diffusion YouTube. Donc c'est deux grandes premières. Donc bienvenue ici pour parler d'un. C'était pas prévu, hein, je pensais faire la première Twitch dans la semaine prochaine, mais l'actualité nous a rattrapés. On a vu ce fameux film dont on a tant parlé, Athéna, de Romain Cabras, donc, qui est sorti aujourd'hui, à l'heure où on enregistre, vendredi. Écoute, AfroGeek, on n'a absolument pas prévu de trame, donc on va y aller en live, comme on dit. Juste avant, présente-toi comme les gens, si tu peux te présenter rapidement, si des gens ne Ah connaissent oui, pas. oui, je suis donc, comme il a dit, je suis AfroGeek de la chaîne The AfroGeek, effectivement. Je suis sur YouTube. Et sur ma chaîne, on commente surtout l'actualité de films de super-héros. On fait aussi du cinéma. On essaie de commenter le cinéma dans son ensemble. Et le but de la chaîne, c'est de montrer que même si on se dit geek et tout, on peut avoir un point de vue cinéphile sur ce que l'on regarde. Et dans différents formats, on essaie justement de faire le rapprochement entre le cinéma que l'on considère comme celui d'auteur et le cinéma de super-héros. Et dans un troisième temps, effectivement, j'essaie aussi de promouvoir un peu le cinéma africain. Voilà. D'accord. Et bah, du coup, on mettra un lien dans la description quand la vidéo sera disponible pour le replay sur YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, c'est excellent, notamment une très belle vidéo sur les peplums qu'on avait fait ensemble. Et, Ouais. eh ben, parlons du sujet. Donc, Athéna, troisième film de Romain Gavras, fils de, fils de, fils de, fils de son père. Et surtout, je pense que la génétique était plutôt bonne. Je sais pas ce que tu as pensé du film. Oh là là, mais je- je- sérieusement, c'est personnel, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit préalablement, je vais le dire aux gens. C'est personnel, mais je pense que je viens d'assister à peut-être l'un des plus beaux films du cinéma français. L'un des plus beaux films dans la forme. La forme est incroyable. Et dans la manière de raconter l'histoire aussi. C'est. Techniquement, j'ai pris un plaisir tout le temps. En fait, je me demandais souvent comment il a filmé, comment il a fait. Donc, ouais, et en plus, je me suis pas ennuyé. Je me suis pas ennuyé malgré le fait que on nous le présente un peu comme une espèce de drame d'action, mais on passe beaucoup de moments avec les personnages. Donc, oui, je viens de passer un très bon moment et c'est frustrant que ce film ne soit pas au cinéma parce que quand j'ai vu comment le mec, Oui. comment il filme le grandiose, j'aurais peut-être aimé le voir sur justement des écrans grandioses. Ah ouais, si un jour on peut avoir une sortie même limitée au cinéma, ce serait génial. C'est Oui, c'est ça. Et, ouais, et ça, sérieusement, je ne connaissais pas le réalisateur parce que le cinéma français me fait un peu peur normalement. Je ne connaissais pas trop le réalisateur, mais franchement, ce qu'il a fait n'a pas de nom, n'a pas de genre. C'est pas du cinéma français. C'est pas un cinéma qui mérite d'être, comment dire, d'avoir une espèce d'estampillé, quelque chose en fait. Il n'y a pas de stéréotype en fait. C'est un cinéma qui se veut simplement vecteur d'un message, vecteur d'une manière de raconter quelque chose. Et comme je te l'ai dit, j'ai reconnu des codes qui me sont très chers et on va en discuter de toute façon au fur et à mesure dans ce live-là. Mais c'est un très beau film. ouais, j'ai été bluffé. C'est un film choc, hein, il faut dire. Ça ne laisse pas anodin. C'est un film qui te fait ressortir tellement d'émotions. C'est un film, enfin c'est fou. C'est un film incroyable et qui a un parti pris quand même, hein, il faut dire, qui va pas laisser, qui ne laisse pas neutre. Même si j'ai peur que certaines critiques soient un peu exagérées. Déjà, il y a eu énormément de critiques sur la bande-annonce. Ça, c'est toujours le truc incroyable. C'est les gens taclent une bande-annonce. Mais c'est un film incroyable. Pour commencer, si on parlait d'un truc qui est la scène d'ouverture. La scène d'ouverture. La scène d'ouverture, sérieusement, ça m'a fait penser à un cinéma américain. Je sais pas si les gens qui ont vu des films comme Malcolm X, des trucs comme ça, en fait, sur la véhémence, en fait, comment on filme la véhémence et le stress. Mais ce qui rend la scène d'ouverture incroyable, c'est qui on montre à l'écran et comment il joue ça. Tout au long de sa présence à l'écran, le personnage, celui qui joue le grand frère, je crois, il a une espèce de
Il est très expressif. Le dealer? Non, le militaire. Le militaire. Parce que la scène commence avec lui qui donne un discours sur le fait de. Il dit il y a une enquête qui est en cours, il faut se calmer. Là, si vous voulez participer à ce que nous faisons, il y aura une marche funèbre demain. Il explique les choses tranquillement. Donc, comment c'est fini? Ce qu'il fait en fait, il s'adresse à la presse. Il s'adresse à la presse et à la famille et aussi aux gens de la cité qui sont venus aussi assister à ça, ce qui se passe devant un commissariat. Mais... Oui, parce que juste pour les gens, alors déjà, c'est une critique sans spoil. Hein. Si on fait des spoils, ce sera à la fin et on vous le dira avant. Et voilà, et pour expliquer, donc le début, ça commence, c'est qu'il y a un jeune qui a été tabassé à mort par des policiers, et donc son grand frère débarque et on arrive là où tu es. Vas-y, tu peux reprendre. C'est ça. Et c'est ça, effectivement, c'est même ça, justement, il y a un enfant qui s'est fait tuer et on comprend rapidement avec le discours que ça attise un peu la rage des gens et que le frère de la victime essaie de calmer la population. De toute façon, ça, vous l'avez vu dans le trailer, le premier discours, on le voit aussi dans le trailer. Comme il essaie d'avoir un discours un peu modérateur, il essaie de calmer un peu les gens et de laisser une chance à la justice de faire son travail. Et ce qui m'a le plus frappé dans ça, c'est comment l'acteur il joue cette scène-là. Il est très expressif, il est très... une espèce de sensiblerie, en fait, une sensibilité, en fait, dans sa façon de jouer cette scène-là. On sent qu'il est en stress, mais en fait, tout du long, j'ai une gêne avec ce personnage. Enfin, il vient de perdre son frère, quand même, quoi. C'est pas rien. C'est pas rien, effectivement. Il le joue très bien, tu sais. Et j'ai beaucoup aimé comment c'est filmé. En fait, toute la séquence du début. Je pense même que c'est une espèce de... un moment donné, je pense qu'on a une espèce de plan-séquence, je crois. Oui, comment les événements se passent. Et les 12 ou 13 premières minutes, c'est un plan-séquence. C'est ça qui est fou. C'est jusqu'à ce que tu vois marqué Athéna, il n'y a qu'un plan. Et ce plan-séquence, il est incroyable. Il dure 12 ou 13 minutes, je ne sais plus exactement, mais c'est fou, quoi. Et ce que tu disais d'ailleurs par rapport à ce personnage, il y a aussi une info qui est très intéressante qu'ils disent au début, disent que c'est un militaire qui a fait le Mali. Donc c'est-à-dire que lui, la guerre, il sait ce que c'est. Oui, je vais garder ça un peu pour plus tard. C'est une info qui passe tout de suite et qui est très très bien niveau écriture, tu vois, par rapport aux infos comme ils mettent dans la première scène, je trouve ça très intelligent aussi. Mais vas-y, excuse-moi, continue. Alors c'est justement comment on nous la gêne qu'il a par rapport aux événements là, parce que lui, il a connu justement, comme tu le dis, la guerre, il a connu les escalades, il est là, il voit des choses que les gens de sa cité ne comprennent pas, il voit les gens employer le mot guerre avec beaucoup de facilité, et il essaie dans sa façon de jouer, dans sa façon d'exprimer, il a une espèce de crainte, de malaise tout du long en fait, parce qu'il est conscient que les gens ne savent pas ce qu'il raconte, il est conscient que les gens ne veulent pas voir ce qui va arriver en fait. Ouais. Salut le guide barbu qui nous envoie un message sur les commentaires. Je ne peux pas les afficher encore, c'est pas encore paramétré. Mais salut, merci de nous avoir rejoints, c'est super cool. Tu seras le premier commentaire historique de la chaîne. Merci beaucoup. Tu peux reprendre. Donc, en tout cas, on les voit. Non, t'inquiète, on voit les commentaires comme on les voit, c'est bon. On voit les commentaires. Ah ouais, sur Twitch, c'est bon, et ici aussi, on voit. Mais bon, pour revenir un peu à ce que l'on disait par rapport à ça, j'ai été impressionné par le personnage du militaire. Il est d'une sensibilité incroyable et il ne joue pas comme les stéréotypes du grand frère du quartier, en fait. Ce qui m'a le plus marqué, c'est quand il parle. Il y a différentes personnes, les personnes s'expriment différemment dans ce film-là. Il y a des gens qui parlent avec une espèce d'argot. Lui, quand il parle, en fait, c'est comme un soldat. Il parle avec des phrases simples, mesurées, un vocabulaire succinct. Et après, on te montre son plus jeune frère, qui est vraiment le mec un peu chaud, qui parle avec plusieurs expressions, tu vois, particulières et tout. Et après, on te montre encore son grand frère maintenant, celui que tu as dit. En fait, c'est ce qui est incroyable. C'est pour vous montrer que pas parce que les gens viennent de la cité qu'ils doivent forcément parler comme ça. Et j'ai beaucoup aimé ça. Au début, quand il parlait, j'ai dit, c'est cool. Et après, on te montre rapidement les autres personnes qui tournent autour de ça, qui gravitent autour de cette histoire. En fait, pour moi, quand je pense à ce film, je pense simplement à justesse. En fait, le mot qui me vient, c'est la justesse et le respect, en fait, que je trouve. Je ne sais pas si c'est sera représentatif pour les gens qui vont voir ce film, mais je trouve que ce film est extrêmement respectueux. Il essaie de l'être, en tout cas. Ils ne tombent pas tout le temps dans le cliché. C'est-à-dire qu'ils montrent les choses, mais ils montrent qu'il y a plein de choses, en fait. Ils montrent la diversité aussi. Même si c'est en train de... Tu vois les gens qui sont aussi des victimes de ça, qui sont dans les apparts, qui essaient d'évacuer, qui n'arrivent même pas à évacuer.
parce que les CRS les empêchent de sortir, c'est ça qui est fou. Oui, mais parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas, justement. Qui essaient de sortir et qui se font taper par les CRS alors qu'ils sont là. En fait, juste, on essaie d'aider, les gars. C'est la confusion aussi. En fait, c'est ça aussi qui est incroyable dans ce film, c'est qu'on essaie de montrer que comment l'escalade arrive, en fait. C'est pas qu'on tape sur une seule personne. On voit que ce genre de situation ne naissent pas ne viennent pas que d'un seul côté, en fait. Il y a des gens et qu'il faut savoir faire la part des choses. Et oh là là, mais c'est incroyable. Je trouve que narrativement, c'est assez bien fait. Oui, même si cousu de fil blanc, de toute façon. Je vais te dire un truc que notre ami James Cameron avait dit. Il a dit, tu sais, il faut trouver l'équilibre dans un film. Ce film, c'est une histoire que tout le monde connaît. Et la différence que ce film apporte, c'est comment il raconte l'histoire. Et c'est ce que j'ai apprécié. C'est comment on... Et j'ai envie qu'on passe là-dessus déjà. Comme on disait juste avant le live, c'est une tragédie grecque. Oui, c'est... L'affiche, c'est marqué une tragédie par Roma Gavras, Athéna. Donc, tragédie et t'as Athéna derrière. C'est la tragédie grecque. Il n'y a pas de... Moi, quand j'ai vu le trailer hier sur la chaîne de Megamax pour l'émission concernant les bonnes annonces, moi, je l'ai dit aux gens pendant le live. Je n'ai même pas vu justement la bonne annonce comme tu me le décris. J'ai dit que ça, c'était la structure, même la forme d'une tragédie grecque. Et le plus prenant dans ça, c'est le fait qu'il humanise tous les personnages, en fait. Bon, pas tous les personnages en tant que tel, mais tous les corps qui sont en fait... qui interviennent dans les événements du film. On te montre, comme tu l'as très bien décrit, on te montre les différentes personnes qui vivent dans ce quartier. On te montre les jeunes qui sont impliqués dans les affrontements. On te montre les familles et différents types de personnes. C'est ce qui est fou, quoi. Il y a des gens qui sont craintifs et tout, qui mettent le tort sur les grands frères, qui disent que vous ne maîtrisez pas vos petits frères et tout, alors qu'eux-mêmes, ce sont eux-mêmes qui sont les pères, ils n'ont pas réussi à attraper leurs enfants. Donc ils disent aux grands frères d'aller calmer les petits frères. Oui, il y a ce côté drôle, genre t'as une armée de CRS et puis d'un côté, non, c'est le gars, calmez vos frères. Oui. Et CRS n'y arrivent pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? On est 3 là. Et les mères aussi. Il y a un moment en fait, où quand ça pète, en fait. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est le problème de... c'est la révolte, tu vois, c'est quand la révolte est lancée, c'est trop tard. Tu peux plus y arriver. Et lui-même, avec son frère, comme il essaie de le raisonner, à un moment, tu te rends compte que c'est trop tard. Il y a eu un point de non-retour. Tu peux afficher le commentaire du guide, là, l'avant-dernier. On parle des mamans. Oui, effectivement, je l'ai vu avec ma mère et on a vu arriver la plupart des choses. Mais ce n'était pas un problème, ni pour elle, ni... Et effectivement, c'est ça, en fait, la beauté du truc, c'est que c'est tellement des choses que c'était naturel, en fait. C'était naturel. C'est comme ça que ça se passe. Le truc, c'est que tout ce qui s'est passé était extrêmement naturel et extrêmement... C'était pas surjoué. Ce sont les vrais... Quand il arrive chez lui, quand il a réussi à trouver son autre frère, celui qui est un peu... tu vois, celui qui est un peu particulier là, celui qui est calme, qui est en train de, je sais pas, de planter des fleurs pendant que tout basculait. Et j'ai trop senti le setup avec lui. Comment on dit il faut le retrouver, comment la mère dit fais attention, tu sais qu'il est particulier, il le met en sécurité. Quand il arrive chez lui, il essaie d'expliquer la situation à sa mère, c'est dangereux de voir, il faut partir, tout ce qu'on met, le boubou va prier. Oui, la prière. Oui, c'était tellement joué naturellement. J'ai trouvé ça cool. Formellement, je te jure que formellement, j'ai adoré ce film. J'ai adoré ce que j'ai vu. Tu revois ses réflexes de l'armée au moment où ça pète à la prière, où il fait évacuer tout le monde. Si, juste, il y a un truc que dans la scène d'ouverture qui est incroyable. Alors, c'est un plan séquence qui est fou, hein, quand on voit la bascule avec le cocktail Molotov et d'un seul coup, il y a l'émeute et tous les jeunes qui envahissent le commissariat. Le plan séquence est complètement dingue. Et tu vois que le plan séquence traverse tout le commissariat, mais après, quand tu as le fourgon de police qui arrive et qu'en fait, le plan séquence traverse tout le quartier, c'est incroyable. Et le moment où la caméra bascule, tu vois la caméra qui suit la camionnette qui est de l'autre côté de la rue avec les qui font les cons et tout, à contresens et tout.
Et ce moment où la caméra fait non, attendez les gars, ça c'était facile ce qu'on a fait jusque-là. Et là, tu vois la caméra qui rentre dans le fourgon. Et t'es là, mais il a fait comment? Moi, j'ai un truc qui m'a. Toi, tu parles de ce plan-là, moi, je vais te parler d'un truc qui m'a fait réfléchir, qui m'a fait plaisir tout du long. C'est que la caméra est étrangement stable, magnifiquement stable. Oui, le steady Alors que c'est vrai. je me demandais si c'était une espèce de steadicam ou bien c'était un drone qui le suivait, surtout le moment. Tu vois, justement, quand ils arrivent à la cité, après tout le plan séquence que tu viens de décrire, quand le jeune sort, quand il marche, quand il est déjà sur le toit, comment la caméra le suit, même pas quand il est sur le toit, quand il marche dans la cité, comment la caméra le suit. Je ne sais pas si à un moment ils ont changé entre le drone et un caméraman qui suivait le mec, parce que c'est dans les films où on traite souvent de ce genre de choses, où on traite de mêlée, où on traite comment dire, de brutalité comme ça, en fait, où on bouscule les gens dans tous les sens, la caméra n'est jamais aussi stable. En fait, c'est pas un chou, c'est pas, en fait, c'est comme pour te rendre les événements immersifs, mais tout en te mettant du point de vue. En littérature, on appelait souvent ça, quand j'étais en, en cinquième, je me rappelle que le professeur avait appelé ça le point de vue zéro. Ouais. C'est que tu es le seul dans le récit à connaître tout ce qui se passe. C'est que la caméra, même quand tu es extrêmement proche des personnages, n'est jamais présentée comme pour te montrer que tu fais partie des événements. Tu vois, la caméra ne bouge pas, il n'y a pas de shaky cam en fait qui te fait participer à l'événement. La caméra est très proche des gens, mais jamais. Mais je me souviens, surtout au début, la caméra ne bouge pas. Il y a tellement de choses, ils sont trimballés dans tous les sens. On aurait pu s'imaginer que le réel aurait pu faire un choix de faire bouger la caméra pour te rendre. Le choix assez classique dans ce genre de situation. C'est ça, c'était pas un choix classique, c'est au contraire, c'est extrêmement stylisé. C'est un choix extrêmement stylisé pour te montrer l'événement de. En fait, j'ai l'impression que. En fait, comme si quelqu'un faisait un tableau, il essaie d'imaginer le tableau comme ça tout du long. Il essaie de suivre l'événement comme un tableau, comme une espèce de plusieurs photographies. Et personnellement, pour moi, j'ai trouvé ça extrêmement cool. J'ai trouvé ce point de. Cette façon de faire extrêmement prenante et extrêmement jouissive à certains moments. Parce que je suis un fan de la forme dans les films que je regarde. Et là, formellement, le début. C'est comme quand tu regardes une série télévisée. Le pilote de la série doit t'envoyer du lot pour t'accrocher pour le reste de la série. La première scène, comment dire, toutes les premières 10 minutes de film te montrent que le film, ça va envoyer. Formellement, c'est propre. On te dit, écoute. Il te montre la géographie, il arrive à te présenter à travers l'émote les personnages. Tu vois tout de suite qui est qui. Et tu vois la dynamique, justement, comment le truc se forme, en fait. Comment cette espèce d'événement anarchique finit par se formaliser et s'organiser, en fait. Parce que la décision d'envoyer un cocktail, bon, on va pas spoiler, la décision de commencer les hostilités dans le film vient de manière un peu anarchique, mais il y a une espèce de chaos qui s'organise au fur et à mesure. Elle est préméditée parce que tu vois que les gars l'attendent à la cité. Oui, mais c'est pas par tout le monde. Parce que ce que je te dis, c'est que ça a commencé comme un chaos. En fait, pour te montrer à quel point les gars ne savent pas trop, ils n'étaient pas organisés de base, c'est qu'on te montre qu'au départ, ils rentrent, ils font des dégâts, mais des dégâts désorganisés parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Après, quelqu'un trouve un truc qui les intéresse, il dit récupère, il dit ça c'est bien, essaie de l'ouvrir, il dit je n'ai pas les outils. Survêt, il y a le carton de survêt, il a. Oui, c'était pas prévu, tu vois, c'est ça que je dis, c'est. Ce qui était un mouvement désorganisé finit par s'organiser au fur et à mesure parce que les survêtements qu'il a trouvés, il finit par confier aux autres. Il le dit même formellement, il le dit dans les dialogues, le mec, maintenant, on ressemble à un groupe. Tu vois, ceux qui étaient désorganisés jusqu'à présent, maintenant se formalisent. On ressemble à un groupe. Quand j'ai vu ça, je me dis, est-ce qu'il a fait ça exprès, le réel? Parce que formellement, il te le dit. Dans les dialogues, il te le dit et il te le montre. Je me dis, c'est un bon. Bien sûr, la façon dont il le dit, on va tous. Enfin, oui, il dit que ça leur prend un coup de colère, ça va les unifier, quoi. C'est ça. C'est tout à fait vrai. Et derrière, il y avait un truc que je voulais aborder. C'est derrière, il y a des idées de mise en scène qui sont il y a quelques idées de mise en scène qui sont incroyables. Il y a des plans parfois, genre je me rappelle par exemple d'un plan avec les boucliers de CRS et les feux d'artifice qui se reflètent dessus. En fait,
tu m'arraches les mots de la bouche parce que je m'apprêtais à te dire qu'avant cette scène, justement, avant les CRS, le tout dernier plan qui annonce le titre, parce que c'est même ta bannière, la bannière du live, là, la miniature. Comment le drone qui a suivi le personnage tout du long finit par se défaire de lui, se retourner et aller du côté de. Je m'attendais justement, j'aurais trouvé ça cool que justement les voitures des CRS arrivent à ce moment-là donné pour montrer que les murs d'Athéna et les voitures de policiers qui sont arrivées. Mais le choix qu'il a fait n'était pas mauvais parce qu'il a humanisé justement les CRS qui arrivaient. Eux, s'il faisait ça comme ça aurait été très impersonnel. Ce sont juste les policiers qui sont arrivés. Maintenant, ils te préparent l'arrivée des mecs, on identifie quelqu'un, on l'humanise, le mec il présente qu'il a du vernis sur les doigts. C'est cool, c'est bon. Il a bien appris de son père. Mais c'est bon. Qu'est-ce que. Ouais, et puis c'est bon, mais en plus, techniquement, je pense que c'est toute l'équipe. Et le plan dont tu parlais, sur l'effet d'artifice, parce que j'ai failli le mettre. Le côté qui est cool avec ce plan-là, c'est qu'avant le reflet des feux d'artifice sur les boucliers est un effet annonceur pour te montrer qu'en fait, ces feux d'artifice sont dirigés vers eux. Parce qu'au final, qu'est-ce que font les feux d'artifice? Ils viennent se heurter au bouclier de ces CRS. Mais moi, en fait, je me disais, sous quel angle il a tenu la caméra pour que justement la caméra ne soit pas reflétée sur les boucliers. C'est ça comment je pensais quand j'ai vu ce plan-là. C'est fait numériquement. Et je me dis que ce film a été une super belle expérience en fait parce que mon cerveau fonctionnait tout du long. Je me disais comment il a fait ce plan-là, comment il a fait ce choix-là. C'est ça quoi. Et comme moi je regarde tous les films comme ça et mon cerveau avait toujours quelque chose à processer. Et j'étais hyper pris dans le récit. J'ai trouvé ça tellement bien. C'est exactement ça. Et moi, justement, c'est là où je reviens sur la scène de la camionnette. Moi, je suis toujours en train de me dire, OK, le plan séquence, il a fait là, il y a peut-être une coupe, les trucs. Et quand tu arrives à la scène du fourgon de police, et là, j'ai bugué, j'ai fait, ah, le bâtard. Non, ça franchement, c'est. Non, ça, je le fais pas. C'est très bien joué, c'est vrai, j'ai trouvé cette scène impressionnante en fait, comment il a filmé ça. J'ai d'abord pensé que ça aurait été une espèce il aurait filmé ça de manière un peu classique pour montrer les gars badass. Non, c'est juste pour montrer. Il a filmé le chaos. Parce que surtout dans la camionnette, comment il montre que les gens s'organisent, se désorganisent, c'est tellement fou. Et ah putain, mais c'est. Non, mais j'ai encore le sourire parce que je pense que je vais me refaire ce film encore ce soir-là parce qu'il était tellement beau. Moi, je finis et je me suis refait le plan séquence d'ouverture. J'ai fait de fin, hop, et je l'ai revu et j'étais là, mais comment il a fait? Moi, par contre, moi, je l'ai terminé, mais j'ai remis le film à la moitié pour revoir les événements qui entraînent le chaos de fin. Genre, tu vois l'effet boule de neige là. J'ai terminé le film, j'ai remis le film au milieu pour dire non, il faut que je me remette les étapes là. C'était cool. Et non, c'était franchement bien. Et oui, parlons un peu du fait de la tragédie grecque, justement. Le mec, il a réussi à utiliser les codes de la tragédie grecque dans tous les sens. Le titre, le nom de la cité, et formellement, comment les événements se passent. C'est pas un secret, c'est pas du spoil. Il y a un affrontement entre les CRS et les gens de la cité. Comment ils te les présentent? Ils ne te les présentent pas comme des policiers qui arrivent, ils te présentent quasiment comme des Spartiates qui viennent dans des bateaux. Les CRS, quand ils arrivent avec des boucliers, le fait même qu'on te présente les mecs qui ont des boucliers, c'est ça. Et comment ceux qui ont vu un film comme 300 ont vu un parallèle entre le discours que tient le gamin pour haranguer la foule et franchement les gars, vous avez vu le truc, c'est ça c'est ce qu'on a vu dans 300, dans même Gladiator en fait, quand le mec harangue la foule. Et il y a un moment où le jeune là, celui qui est quasiment le leader du mouvement, qui est le frère, qui est un des frères. L'un des frères du gars qui est mort. Et à un moment donné, quand il arrive sur le toit, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais il arrive sur le toit après un événement, il y a la foule de jeunes est plus nombreuse. Et quand il arrive, tout le monde se lève. Et pourtant, tout le monde est assis à différents endroits. Il y a des mecs qui sont assis en hauteur, il y a des mecs qui sont assis par terre et tout. Mais quand il arrive, tout le monde se lève. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut nous faire? Il veut nous faire le petit chef et tout. J'ai peur qu'on le considère maintenant comme un chef de bande et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a une voix qui dit, on est venu pour aider. Il me dit, ah ok. C'est pas que c'est le chef de bande et tout, mais ils se disent, on est venu pour aider, comment on peut t'aider? J'ai dit, là, c'est cool. C'est pas que c'est un mec qu'on le présente comme une espèce de héros. Non. Ce sont juste des mecs qui sont venus spontanément, pas parce que c'est un leader déjà. C'est juste qu'ils ont... Ce côté leader de base. C'est ça.
plus le fait que la tragédie, c'est une tragédie personnelle pour lui, puisque c'est son frère qui est mort. Et donc, il incarne pour les autres aussi tout ça. Et bon, il a quand même l'âme d'un leader au départ. Tu vois, c'est quand même lui qui donne les ordres aux autres et qui les contient. Qui fait, les mecs, on fait pas n'importe quoi. Tu sais, au début du film, il est là, les gars, on n'est pas là. Tu sais, quand t'as les blaireaux là qui testent les flashballs avec. Il y a un mec qui chope un gilet pare-balles, l'autre il saute, il chope un flashball. Il faut, on va tester le flashball sur le gilet pare-balles. T'es les blaireaux, quoi. Le mec, il a, non, en fait, n'est pas là pour faire n'importe quoi, là. Donc, il calme tout le monde et il leur dit, maintenant, on va faire ça, on va faire ça. Et tout le plan du film, c'est lui qui l'avance. Jusqu'à une bascule, mais bon, on va pas aller jusque-là parce que ce serait du spoil. Mais voilà. Et de l'autre côté, tu as son frère, du coup, qui revient de la guerre, qui a connu la guerre au Mali, et qui, lui, veut raisonner tout ça parce que, d'ailleurs, il le dit. Il leur dit aux gars, les gars, moi, je sais ce que c'est, la guerre. Vous voulez pas ça. Il sait très bien comment ça va finir. Et j'ai trouvé le rapport entre les deux super intéressant. Jusqu'au point où tu vois qu'il ne peut pas raisonner son frère. Ouais. C'est la tragédie. Et tu sais qu'il n'y aura pas. Mais non, il ne pourra pas. La dernière fois, quand on a fait notre live sur le Peplum, on a parlé des codes du Peplum. Et là, j'ai envie de parler des codes un peu de la tragédie. C'est, pour ceux qui voient un peu les pièces de théâtre, c'est quand on te laisse souvent, à un moment donné, des moments de monologue avec l'un des personnages. En fait, on te fait apprécier le personnage. Dans ce film, tu as des histoires qui sont écrites en parallèle. Ouais. On te les montre tous et il y a un truc qui est cool. On parlait justement de l'arrivée du garçon sur le toit et comme il est filmé de dos. Et pour montrer l'espèce d'égalité de tous les personnages du film, on te montre plusieurs fois des scènes où chaque personnage, quand on suit l'arc, est filmé de la même façon, quasiment spartiate, héroïque. Le mec qui marche de dos, on voit le frère, sauf que c'est pas la même façon. Le frère, lui, il marche avec de l'agitation et essaie d'ordonner les choses, d'organiser la situation et d'aider le plus de personnes possible. L'autre, il essaie d'organiser les troupes pour mener une espèce de barricade. Et bien sûr, les CRS arrivent aussi dans les films de dos. C'est ça, en fait, c'est pour montrer une espèce d'égalité. Quand on te dit qu'on suit le récit de toutes ces personnes-là, on ne veut pas que... En fait, libre à toi de prendre partie dans le récit, mais lui, il essaie de te filmer les choses pour te montrer que, tu vois comment j'ai filmé celui-là, je filme aussi l'autre de la même façon. Tu vois aussi le plus grand frère, celui qui est le dealer, on le filme aussi, il a son propre plan séquence où il marche, où on essaie de comprendre ce qui se passe, il essaie de mettre en sécurité son matos, en fait. Voilà, il essaie de mettre en sécurité ses affaires. Chacun, on te les filme tous comme ça. Même le policier qui arrive avec son vernis et tout, quand il se positionne, on voit le film aussi comme ça. Il y a une préparation qui est faite formellement. Le film, il met tout le monde sur le même pied d'égalité. Et après, à part le policier qu'on va suivre pendant le film, les autres sont quand même très désincarnés, je trouve. En fait, c'est fait exprès parce qu'on n'avait pas besoin de plus que ça. Je trouve ça intéressant par rapport au parti pris, c'est qu'il ne veut pas filmer des méchants. Le policier est présenté comme ça parce que on humanise tous. En fait, c'est pour dire que ces gens-là, ils représentent tous ceux qui sont là. Le fait qu'au début, qu'il parle avec quelqu'un, parce que moi qui écris, je sais à quoi ça sert, on humanise non seulement celui à qui on pose des questions, mais on humanise aussi celui qui lui pose des questions, pour montrer que tu es un père de famille comme moi. Peut-être celui qui te pose, qui dit, elle a quel âge? C'est pour montrer que ceux qui sont dans cette voiture-là, ce sont des humains. Ce ne sont pas des visages désincarnés. Ouais, mais tu sens qu'il n'y a pas d'histoire derrière les policiers. C'est ça. Tu les vois juste. Et même, je veux dire, c'est ce côté aussi intéressant parce que c'est l'ennemi dans le sens guerrier, c'est-à-dire c'est l'armée qui est en face de toi, mais c'est pas des ennemis idéologiques. Il n'y a pas un... Si tu vois même, quand il critique, c'est pas le policier qui critique. Enfin, si, il y a quand même, il parle des violences policières, mais souvent, tu vois, il parle du gouvernement. Il y a un moment, il balance Macron quand même. Macron avec quelques petits mots très sympas au début. T'as Darmanin qui parle, là, une sorte de parodie de Darmanin. Et la critique ne va pas sur le comportement, je parle individuel du policier. Oui, effectivement, ça ne parle pas sur ça. Mais il critique et il parle de tout le monde, même la presse. J'ai failli me marrer parce qu'un humoriste, je ne sais plus lequel, faisait une blague un jour sur le fait que grâce à BFM, les gens qui sont pris les gens qui mènent des barricades, qui mènent des attaques en fait contre la police, peuvent se renseigner en temps réel. Bah, malheureusement, on a eu le problème. Tu vois le moment où il jette le frigo du toit pour bien viser ses balles sur son téléphone. Alors,
Ça me rappelle un truc, en plus, une histoire vraie que j'avais vue à la télé sur BFM, c'était pendant les Gilets jaunes, quand ils avaient sorti les gros chars avec les jets d'eau, là, dans les avenues. Mhm. Et genre, je me rappelle un moment BFM qui dit oui, ces chars sont super efficaces pour pousser, pour dégager les gens. Et le seul problème, c'est que ils peuvent pas aller dans les petites rues, c'est galère. Et genre, 2 minutes après, tu vois la télé, tous les mecs qui partent dans les petites rues. Oh, putain. C'est pas possible. Non, mais sérieusement, c'est pas possible. Quand j'ai vu ça, en fait, c'était. Il y avait de l'humour dans ce truc. Mais l'humour, en fait, c'est. En fait, on peut mettre de l'humour dans un drame, mais sans que ce ne soit humoristique pour ceux qui vivent le drame. Tu vois, c'est un peu Oui, ce non, dont je me plains souvent avec les films. C'est ce qu'on appelle de l'humour visuel, de l'humour de situation. C'est drôle pour nous qui connaissons le contexte de quand tu connais la présence de la presse pendant ce genre d'émeute-là, et c'est marrant de voir comment les mecs ils aiguillent leurs attaques en se basant sur la presse. Mais je me suis dit, c'est drôle pour nous qui regardons les événements, mais pour ceux qui vivent ça, ils ne prennent pas ça de manière drôle en fait. C'est comme tu as dit avec les gilets jaunes, c'est qu'ils se sont réellement renseignés sur ça. Mais pour nous qui regardons ça via nos écrans, c'est un moment. Il y a plusieurs moments comme ça dans le film. Ce sont des choses qui sont légèrement drôles sans couper le rythme de ce qui se passe. Comme tu l'as dit tout à l'heure, le fait que quand il rentre chez lui, sa mère lui met directement le boubou pour aller prier, c'est un truc drôle pour toi qui regardes le film, mais c'est pas drôle pour eux qui vivent les événements. C'est ça le truc. Il essaie de dire aux gens d'aller se cacher, et elle vient, elle met le boubou. Bam, viens, va prier pour ton frère. Tu es en retard. C'est drôle à un moment donné. Tu dis. oui, et puis c'est ce quotidien qui reste, c'est ça qui est C'est ça, incroyable. justement. Leur quotidien dans ce bordel pas possible, mais qui essaie de Parce garder. que c'est un peu la critique qu'on en retrouve aujourd'hui avec les films de super-héros, souvent, les films un peu de Marvel, c'est qu'ils ne savent pas souvent, parfois, ils ne savent pas faire la part des choses entre quand il faut placer ton humour et quand il faut mettre le drame. Il n'y a pas cet équilibre-là. Là, le mec, il est juste un parti pris de te montrer un humour visuel de situation pour te faire comprendre que, à toi qui regarde le film, que tu peux rire. Parce que c'est drôle. C'est même pas un rire. Tu peux éclater de rire. Ça va t'arracher un petit sourire ou un petit moment de grâce dans un récit chaotique. C'est ça le truc. Et non, mais formellement, il faut le dire, c'est incroyable ce qu'on vient de voir là. Visuellement. Quand j'ai vu le trailer, je m'attendais à du bon et le film ne m'a pas déçu dans sa façon de filmer ça. Et je l'avais dit hier aussi chez Max. Les gens ont dit c'est une histoire que tout le monde connaît déjà, c'est une histoire qui paraît dite érudite. Je dis oui. Et parfois, le plus important dans un récit, c'est pas que l'histoire soit dite érudite, c'est comment il vous raconte son histoire. Et formellement, comment il nous raconte cette histoire. Tu peux pas, enfin, toutes les histoires ont déjà été racontées depuis 2000 ans, hein. Donc après, c'est la forme. Et, la forme, elle est incroyable. Et ouais, et pour ça, tu as la musique aussi. Oui, on en parlait de la musique. Merci de me rappeler ça. Hein, l'ambiance sonore de manière générale. C'est pas une musique qui est faite, c'est pas une musique, comme je le dirais souvent, classique des films français. C'est pas une musique qui essaie de faire américain. C'est pas une musique. Tu vois, en fait, souvent, c'est parti pris dans le cinéma français. Soit on essaie de mettre des musiques cool pour faire comme les Américains, soit on essaie de faire dans le classique et d'utiliser la musique classique française et tout. Eux, ils ont pris un parti pris différent. Ils ont réellement composé pour que ce qu'ils racontent à l'écran soit retranscrit par la musique. Parce que c'est surtout une musique d'ambiance. Ce sont des sons, ce sont des moments de musique qui te mettent dans l'ambiance, en fait. Regarde un peu qui s'est occupé de la musique dans ce film-là. Je sais pas, c'est. Attends, est-ce que je l'ai? Je sais plus, je vais regarder. Tac. En tout cas, c'est ça. C'est. Voilà. J'ai. Attends. Moi, je suis content que ce soit un film français, formellement. Je suis content de voir comment il a raconté ça. J'ai trouvé ça. Ce film, en fait, c'est un film que je pourrais qualifier d'un. Qui a fait la musique, apparemment. C'est qui ça? Surkin. Tu le connais? Non. Je suis nul en musique et les noms, je suis pourri. Donc, je suis particulièrement content et fier que ce soit un film français. Parce que quand j'ai vu ce film-là, moi qui suis fan de films de super-héros, et je me suis dit, ce mec peut réaliser des films de super-héros français. Je me suis dit ça. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ce mec peut réellement filmer le grandiose, il peut filmer le gigantisme, il peut filmer. C'est grandiose. Et la façon de filmer la cité est incroyable. Et le rythme aussi qu'il y met, en fait, je le vois bien filmer. Pourquoi pas? Parce qu'on a vu que
que nos amis belges, là, les deux qui devaient faire Bad Girl et qui ont fait justement Bad Boys for Life, ils ont quitté la Belgique pour aller faire leur place à Hollywood. Pourquoi pas parce que formellement, ce qu'il nous a proposé. Ils se sont fait un peu buter sur leur dernier projet, mais. Tu dis? Ils se sont fait, à Hollywood, sur leur dernier projet, ils ont eu quelques soucis. Ils ont été déjà. Ils n'ont même pas eu le droit de voir les rushs. Mais non, ils ont eu le droit, finalement. Il y a eu des séances de visionnage. C'était, pour info, c'était. Ils avaient réalisé, comment ça s'appelle, Bad Girl. Et en fait, ils ont, quand le film, quand DC a décidé d'annuler le film, déjà ils l'ont appris via le communiqué de presse que le film était annulé. Et quand ils ont voulu se connecter pour le montage, ils étaient en plein montage, ils se sont rendus compte que les accès étaient bloqués. Ils n'avaient même plus accès au rush de ce qu'ils ont filmé. C'était fini, effectivement. Mais ils ont organisé une espèce de séance qu'ils appelaient, que la presse américaine appelait une séance de filérailles pour regarder le film, pour ce que c'était. Et je vois que notre frangin, le guide Barbie, qui nous dit que Rebelle, justement, de ces deux réalisateurs, est une réussite. J'espère le voir parce que... non, mais franchement, Netflix signe un contrat avec Gravas. Il faut continuer à faire ce genre de choses-là. Et je suis curieux de voir justement les... Je vais attendre lundi pour voir l'intérêt que ce film pourrait avoir dans le monde. Et je suis un peu déçu de n'avoir entendu parler de ce film qu'hier soir. Ah oui? Et je remercie Cinéphage. Oui, j'ai entendu parler de ce film qu'hier soir, effectivement, grâce à Cinéphage. Parce que quand la bande-annonce est sortie, tu as toute l'extrême droite qui a pété un câble. Tu avais l'extrait avec la camionnette de flic, toi, qui était filmé de loin, comme ça, avec le drapeau français, et les mecs, ils ont pété un câble. Ils ne savaient pas ce que c'était le film, mais ils ont pété un câble. Il faut être ouvert à la conversation. Je ne peux pas aller plus loin sans spoiler, mais je pense qu'ils ne vont pas apprécier la fin, d'ailleurs. Ouais, la fin, effectivement, ils ne vont pas l'apprécier. Ils vont pas aimer. Si vous êtes très à droite, non, ce film va vous vexer, les enfants. Le vrai message pour moi de ce film, c'est surtout de faire attention, de ne pas se faire instrumentaliser. Ouais. Salut Jus de Melon, d'ailleurs. Salut Jus de Melon. Parce que pour moi, Voile le Afro Geek, pour moi, c'est un des meilleurs films. Il est déjà au cinéma, ce film, Rebelle. Mais franchement, le cinéma francophone, sérieusement, on ne peut qu'être fier. On ne peut qu'être fier, justement, de. Ouais, Rebelle, il est sorti le 31 août. Il est sorti en août? Ouais, 31 août. Merci, le guide. Je vais essayer de le regarder ce week-end-là. Et non, mais ce qu'on vient d'assister à un grand moment. En fait, je trouve souvent que le cinéma d'action français se perd souvent quand il essaie de trouver son ton. Parce que nous, on doit raconter des histoires qui sont plausibles dans le point de vue français. On ne peut pas raconter l'histoire à l'américaine parce que ce sont des choses un peu trop invraisemblables. Mais ça, en fait, en termes de films d'action, ce sont des histoires qu'on peut... Ce sont des histoires qui sont crédibles et qui sont dans notre... On ne doit pas avoir peur de raconter l'histoire que les gens vivent réellement. Ce sont des choses qu'on a vues aux États-Unis. Il y a des films comme Boys in the Hood aux États-Unis aussi qui racontent des histoires. Oui. Il ne faut pas avoir peur de raconter ces histoires pour ne pas avoir écorché certaines personnes. Il faut simplement les raconter de la manière la plus juste et propre possible. Ce qu'on a vu avec ce film, c'était une justesse. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous dit, le jeu de Melon? Et pourtant, je pense que le film va être utilisé par certains. Enfin, il risque d'être... Sérieusement, ce film... j'ai envie d'avoir ton point de vue par rapport à ça, mais je trouve que ce film nous donne plusieurs points de vue sur les choses. Il voit les fautes de tout le monde. Comme les Misérables. D'ailleurs, l'escalade des gens de la cité. Je ne sais même pas si la police a même... Je ne sais pas, sauf si la police a fait... Je ne sais pas si la police a réellement très mal agi. Ils ont assumé leur procédure et oui. La sourde oreille qui se font dans ce film-là, parce qu'il y a un moment du film qui a teasé un truc, je me suis dit, moi j'ai vu ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, une fois de plus, je vais encore dire, le réalisateur, c'est un bon. Narrativement parlant, c'est un bon. Ouais. Il y a un moment, le jeune que l'on voit sur l'affiche, celui qui mène la rébellion, arrive chez lui. La presse dit à la télé que l'enquête montre que c'était des policiers déguisés. Ça le dit à la télévision, un truc comme ça là. Mais le mec, il était à la télévision. On n'est pas sûr qu'il y a une enquête qui est en cours. Non, il dit que l'enquête montre qu'il se pourrait. En fait, il ne laisse même pas la chance à cette possibilité. Il arrête la télévision. Parce qu'il a déjà sa propre idée des choses qui sont faites. C'est un discours aussi. En fait, c'est pour mettre aussi le tort un peu sur ces gens-là aussi. Parce que le frère, il dit ça. Il est complètement enfermé
Et à un moment, il y a d'ailleurs pas que lui qui l'est, mais là, il faudrait qu'on passe dans la partie spoil pour en parler. Effectivement. Mais oui, c'est ce point de non-retour, en fait. C'est le moment où ces gens arrivent dans ce point de non-retour. D'ailleurs, Jude Melon il parle d'une dystopie. Pour moi, c'est pas. Tu vois, mon point de vue sur Athéna, c'est une dystopie plus qu'un film réaliste au final. C'est du cinéma pur en mode film de guerre, péplum, pas en mode de cul. Je suis pas C'est tout. ce dont on te parlait justement. Est-ce que c'est censé être du documentaire? Si tu veux regarder du documentaire, on l'a dit, en fait, même la manière de filmer, c'est. Non, mais par contre, ce que tu dis sur le réalisme, là, je ne te Ça crois pas, explique, franchement. je pense que ça explique quand même la bascule qui peut arriver et qui arrive dans toutes les sociétés. Hein. Là, c'est le cas qui pourrait arriver demain parce que Ça pourrait arriver, c'est notre pas. société est dans une situation qui est quand même compliquée aujourd'hui et Mais qu'une étincelle pourrait faire qu'il se passe quelque chose. Mais c'est quelque chose qui est déjà arrivé dans plein de sociétés. Toutes les oui, révolutions ont commencé comme ça. Et c'est pour ça que le côté dystopique, pour moi, il y a un côté, oui, futur sombre, mais qui n'est pas si proche, qui n'est pas si pour, loin de ce qui pour pourrait arriver. ce film est un peu comme un avertissement en fait aux gens, pour montrer que regardez où peuvent nous mener en fait le fait d'avoir les yeux fermés sur une situation, de ne pas s'ouvrir au dialogue. Qu'est-ce qu'il dit? En définition, ça pourrait arriver chez nous. D'accord. D'accord, dans ce sens-là, oui. Ok. Bon, en Peut-être, fait, on est peut-être. d'accord. Excuse-moi, on ne s'était pas compris. Ah, mais ah, excuse-moi, effectivement, dystopie, oui. En fait, j'ai pensé qu'il parlait d'utopie, en fait. Ouais, dystopie, Oui, oui. mais dystopie, c'est l'inverse d'utopie. Dystopie. Ouais. Mais ouais, excuse-moi, du coup, oui, tu étais en train de dire. Non, non, mais Jules Melon, il a raison, parce que j'ai cru lire Utopie, effectivement. C'est un avertissement, effectivement, ça pourrait arriver. Il faut faire attention. Ce film, c'est quelque chose. En fait, c'est comme un grand frère même de la cité qui parle. Faites attention à ne pas vous retrouver être les outils des gens, parce qu'au final, sans Hmm. spoiler la fin, c'est ça. On a fini par jouer le jeu des gens. Oui. Parce que les gens ont anticipé que nous nous comporterions comme ça et finalement, ils ont eu ce qu'ils voulaient. C'est pas un film qui se termine avec une espèce de magie où les choses se passeraient avec le pouvoir de l'amour, comme on dit souvent dans les films américains, le pouvoir de l'amour. Non, non, non. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est très intéressant. Alors, attends, qu'est-ce qu'il nous dit, Jules Mélon? Il va nous prendre tout l'écran. C'est à mes yeux le seul vrai souci du film, équilibre entre réalité dépeinte et futur proche possible. Intéressant cependant. Après le choix d'en faire un film épique de guerre péplum en mode tragédie, c'est très ambitieux. Limite court. D'ailleurs, ça aurait dû durer. Je trouve que non. Par rapport Je, à je l'histoire, il y a un moment, il fallait par, couper. par rapport à l'histoire, je trouve que le mec s'arrête quand il fallait. En fait, il ne veut pas en faire. En fait, s'il faisait durer ça plus que possible, il en aurait fait des héros. Alors Et que oui, alors qu'au final, il te détruit, il te détruit en fait, il te détruit en fait cette espèce de vision héroïque. On te demande pas de voir ça comme une espèce de source héroïque. C'est ce c'est qui est aussi bien. sûr parce que, alors, c'est un mini spoil, mais qui n'est pas vraiment un spoil. C'est une scène. Alors, si je décris la scène, par contre, c'est un spoil, mais si tu regardes à la fin du film, il y a une chambre avec une télé allumée avec les news. Je pense que tu vois de quelle scène je parle. Oui, À la fin du film. Et si tu regardes les news, c'est marqué. Il parle plus du bordel dans les cités. C'est marqué la guerre civile en France. Et les chars, si tu regardes, ils passent devant l'opéra à Paris. j'essaie de lire ce qui se disait tout du long. J'essaie de lire, mais je n'arrivais pas. Oh là là. C'est que voilà. C'est déjà avant, il y a des moments dans les news, ils sont en train de dire, tu sais, quand tu entends les news, c'est en train de péter dans toutes les cités, comme il y avait eu en 2005. Mhm. Mais là, le plan, c'est l'opéra à Paris. On n'est pas dans les cités là. Donc il Exactement. se passe quelque chose. Et le titre, c'est La guerre civile en France. C'est En fait, ce film me fait penser à un avertissement. En fait, sérieusement, c'est un avertissement pour tout le monde, en fait, d'éviter de se retrouver dans une situation où on pourrait faire naître ce genre d'atrocité, justement, de conneries, en fait. Parce que pour moi, c'est une espèce de chaos organisé. Une espèce de chaos organisé où tu vois les gens qui ont causé ça se frottent les mettre tranquillement dans leur coin. Et pour la forme, pour le fond, j'ai peut-être, moi, personnellement, des films que moi j'ai vus cette année, je pense peut-être avoir, je sais pas, est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu un très beau film cette année déjà qui m'est mis aussi bien que ce film-là?
Si, bon, oui, pas dans ce genre, mais bon, il y a eu quand même Nope, par exemple. Ah oui, oh, il y a Et, eu Nope, il y a eu effectivement et Everything Everywhere. films qui sont sortis. Mais comme ça, là, je Euh, peux pas dire. Après, j'ai pas vu tous les films non Moi, plus. je mettrais plutôt Everything Everywhere. Parce que pour moi, je trouve que ce sont des films qui utilisent réellement la technique au service du récit. Les outils qui sont servis, même Nope, je pense que Nope est un récit parfois un peu classique en fait. Parfois le cinéma te laisse respirer. Alors que là, je trouve que le mec il utilise quasiment la. Avec tout ça, je trouve, dans Nope, mais je comprends ce que tu dis. Oui, dans Nope on prend un peu le temps. En fait, ce que je veux dire, c'est que le mec se sert réellement des outils cinématographiques pour servir le récit. La frénésie est quasiment montrée à l'écran. En fait, comme si le mec pouvait te filmer la frénésie du moment. Je l'ai dit tout à l'heure, Rebelle. Ah, je l'ai pas encore vu justement. J'ai dit moi personnellement les films que j'ai. C'est pas si un film. Bon, personnellement, je pense avoir vu peut-être le meilleur film français de cette année. Pour moi. Pour moi. Je dis pour moi. Des films que j'ai vus, hein, pas des films qui sont sortis. Des films que j'ai vus. C'est peut-être le film que. Jude Mélenge dit un film de chaos sans héros, c'est sûr. Et justement, par rapport à ce que tu dis, je trouve ça très pertinent parce que je trouve dans ce film, quand tu penses qu'il y a un héros, tu te rends compte qu'il n'y en a pas. Personne ne pouvait être positionné en héros dans ce film. On pourrait peut-être avoir un témoin. Et on a même eu ce témoin de quoi je parlais, le témoin, justement, le policier qui n'a pas de nom. Le policier, c'est lui le témoin de l'histoire, c'est lui le témoin de la déchéance des deux côtés. Il est venu du point de vue des policiers qui veulent défendre, qui sont venus pour défendre. Il a vu le chaos. Il le dit son prénom, je crois, au grand frère dealer. Ah. Il me semble, il lui dit pas, tu sais, quand il lui file du yop, là, comment tu t'appelles, il me semble, il lui dit pas son prénom à ce moment-là. Je sais pas s'il parle même en fait. Le mec, il est en train de. Il lui parle, il est là, ouais, qu'est-ce que tu veux manger? Tiens, j'ai du yop, ça. Je dis oui, le frère il parle, mais lui, je suis pas sûr qu'il a répondu. Il était un peu groggy à ce moment-là, je crois. Je sais que son prénom, dans le générique, enfin, dans le casting, son prénom est marqué. Mais Mais est-ce que. il me semble qu'il le dit, mais peut-être pas. Peut-être que je me En fait, trompe. c'est quoi je dis le héros sans nom en fait. Parce que j'ai dit sans nom parce que je pense pas avoir entendu son nom. En fait, le prénom, c'est possible. Mais. Juste par rapport à l'histoire, parce que voilà, il se passe par rapport à l'histoire, il se passe quelque chose avec lui. Et je trouve comme c'est le seul qui est incarné parmi les policiers, avant que tu saches ce qu'ils veulent faire avec les policiers, tu sais que c'est à lui que ça va arriver. C'est un peu le problème de la mise en scène, comme il est déjà présenté avant, et comme on ne présente pas d'autres policiers, tu sais que ça va tomber sur sa gueule. Ce film n'est pas censé nous surprendre en fait. C'est comme quand tu lis une pièce. C'est comme quand la différence quand tu lis une pièce de. C'est Ouais. quand tu lis une pièce de théâtre et quand tu lis en fait un roman classique. La pièce de théâtre te présente les gens, te met une attente. Pour moi, je trouve que ce film nous était présenté comme une pièce de théâtre. Et on te présente ce personnage, c'est évident que ça va lui arriver à lui parce qu'on te le présente comme l'espèce de témoin des événements qui vont se passer. Et quand on te le montre, c'est comme l'espèce de bleusaille qui arrive en fait. Tu sens qu'il va se retrouver dépassé par les événements. Tu sens qu'il va subir des choses qui ne sont pas cool. Et mais non, mais franchement, c'est difficile de parler de ce film-là. Mais, de toute façon, je vous conseille, les amis, de regarder ce film parce que ce film mérite d'être vu sans a priori. Je ne trouve pas que ce film tape sur quelqu'un particulièrement parce qu'il tape aussi bien. Il tape sur tout le monde pour moi. Ce film tape sur tout le monde. Il défend pas Macron. Il défend pas Macron. C'est le seul. En termes de défense, en fait, qu'est-ce que tu as. Quel terme, en fait, tu penses qu'il a défendu? En fait, tu parles de défense. Il défend pas mal. De quoi tu parles? Non, ce que je veux dire, c'est que ce film, à la fois critique et aussi désamorce le côté critique comment dire, de la responsabilité. C'est-à-dire que t'as pas comme dans Les Misérables, tu te rends compte que c'est vraiment un phénomène de société, que c'est pas, il n'y a pas d'un côté les gentils, il n'y a pas d'un côté les méchants. Ouais. Et j'en rigolais parce que le seul où on ne montre pas ce côté, mais c'est pas de leur faute à eux de base, même si leurs aptitudes peuvent être critiquables aux autres, c'est Macron. il se prend un ou deux pics par moment, ah oui. mais sinon, oui, il y a vraiment ce côté, même si certains vont faire des choses qui ne sont pas bien, ils ne sont pas les responsables de tout ce bordel. Et finalement, tout le monde devient une victime, puisque même, étant donné qu'on parle d'une tragédie, même les initiateurs en deviennent des victimes de leur propre choix, puisque d'ailleurs qui sont des choix de réaction. Et les seuls qui n'ont pas d'excuses,
Faut qu'on en parle, mais il faut qu'on en parle dans la partie spoiler. Est-ce qu'on passe à la partie spoiler, peut-être pour finir le live après? Est-ce que tu as des choses à dire avant la partie spoiler? En fait, sérieusement, je préfère ne pas trop spoiler ce film. Ouais, Mais juste bon. à la fin, j'aimerais te parler d'un ou deux trucs. Oui, je t'écoute et je peux donner mon point de vue sur ce que tu vas dire. Ouais. Ouais, alors la petite partie spoil, c'est sur les initiateurs, en fait, ceux qui ont lancé tout ça, ceux qui ont tué au départ. Eux n'ont pas d'excuse. Et eux, eux n'ont pas d'excuses. sont manipulateurs, d'ailleurs. Il y a un côté hyper marrant que je... Il y a un côté hyper marrant, justement, dans la personnification des méchants. J'ai trouvé ça aussi cool en termes de mise en scène. Non, Très je sais pas si on peut avoir ce mec. Je sais pas si on peut avoir ce mec en interview. On te filme des mecs, on te représente leur mouvement, on te montre jamais de visage. On ne donne pas de visage parce que on tape pas sur une personne, on tape sur. En fait, on tape pas sur le mouvement, on tape pas sur les gens, on tape sur ce mouvement. On ne dit pas que vous faites partie de ça, on tape sur cette façon de penser, on tape sur cette façon de... Parce qu'il y a des gens qui le disent, il faut le comprendre. Super intéressant sur la croix à la fin. C'est ça, oui. C'est les mecs, c'est pas ce connard là, parce que les mecs sont des ordures. C'est pas lui le problème, c'est ça le problème. Vous savez très bien de quoi je parle. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand tu vois le mot police brûlé, c'est pas eux, ce ne sont pas eux le problème. Oui, non, mais c'est surtout, c'est pas les gars de la cité qui ont brûlé. C'est ça. Oui, ça on l'avait compris. Oui. Ça, c'est fort. Et là, par contre, là, il y a un vrai choix. Là, clairement, il tape dessus. Et c'est en mode, on sait très bien ce que vous voulez, on sait très bien où vous voulez aller, et je le dénonce. Le problème, c'est que quand tu assistes un peu à leur meeting, à leur façon de penser, à leurs écrits, tu n'as même pas besoin de mettre un doigt sur une personne. Oui. Ce qu'ils te disent sur les thèmes qu'ils... En fait, j'ai pas envie de faire j'ai pas envie de mentionner les choses qu'ils essaient de mettre en avant, ce qu'ils essaient de faire la promotion. Mais c'est ça, en fait, l'espèce de radicaliser un groupe, les faire s'affronter pour vraiment montrer aux yeux du monde tout ce qu'ils pensent, en fait. C'est justement ce que le grand frère, le militaire, essaie de faire comprendre aux gens, c'est que ne jouons pas le jeu, ne jouons pas ce jeu-là, laissons les choses. Mais voilà, quoi. C'est ça, c'est qu'il se dit simplement, évitons de nous retrouver, à jouer le jeu des gens qui nous veulent, qui vendent une image un peu malsaine. La guerre civile, c'est ce que c'est. Voilà. Évitons. J'ai adoré ce plan parce que tout du long, tu vois, parce que je me suis prêté au jeu, tout du long, je me suis demandé si on allait montrer le visage de l'un d'entre eux qui a peut-être fait partie d'un visage qu'on a vu jusqu'à présent. J'étais curieux de voir. Parce que je me disais, j'avais mes propres théories aussi, débat dans le film quand ça a commencé. Et je voulais voir le visage des gens. Je me suis dit peut-être que ce sont des gens des cités qui ont dû interagir avec le mec à un moment donné. Peut-être qu'ils étaient dans le mouvement, ils étaient là, ils traînaient avec eux. Mais non. Quand on te montre justement la croix de fin, tu comprends ce qui se passe. On ne met pas un visage sur cette personne. On ne montre le visage de personne. On ne pointe le visage de personne, mais on montre ce qu'ils sont. On montre la coupe de cheveux. On montre le signe, dans le tatouage dans le cou. Et tu comprends ce qui se passe. On n'a pas besoin de dire... On appelle ça, les amis, de la narration visuelle. C'est ça. Parce que les gens l'emploient souvent dans tous les sens. Ce mot, cette expression, la narration visuelle, c'est ça. Et le mal n'est pas une personne, le mal est une idée. Exactement, c'est ça. On ne veut mettre le doigt sur personne, mais le doigt sur cette idée. C'est l'idée là, justement, qui est l'antagoniste du film, qui est le mal qui traîne dans l'ombre. C'est même ça le terme, c'est comment le mal il était dans l'ombre tout du long du film, en fait. Et j'ai bien aimé. Ouais. Et c'est très, très fort. Très fort. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je ne sais pas si tu as des... Je pense qu'on peut s'arrêter là pour rendre la critique digeste aussi. Les acteurs, j'ai trouvé vraiment très bons. Chacun dans leur style. Exactement, chacun dans leur style, chacun représente un visage de la cité différente. On te montre les jeunes de la cité, les bandits, les dealers et tout. On te montre le mec qui a essayé de s'en sortir. Le qui demande des clopes. Oui, ce moment. Tu traînes, tu sais, dans la vraie vie, tu sais. Je le connais, je connais ce mec-là dans la vraie vie. On connaît ce mec chelou. Il est pas méchant, mais tu sais qu'il est bizarre et... Oui. Il est là pour gratter des clopes. C'est le chaos, mais lui, il veut sa clope. Les gens qui ne connaissent pas ce genre de monde-là diront que c'est pas réaliste. Mais nous je n'y vis pas, mais j'ai côtoyé ce genre de personnes. Tu vois, j'ai côtoyé ces gens-là. J'allais chez des amis comme ça. J'ai vu des choses que je connaissais.
J'ai vu, voilà. comme tu as dit, le mec de la club, je connais. Les garçons qui ont. Le truc du flash, le mec qui a mis le gilet par balle, on connaît ces gens-là dans les mouvements. Parce que je me rappelle quand j'étais étudiant et tout, quand il y avait des mouvements de grève, il y avait toujours des gens qui voulaient aller dans le côté de teubé. Le côté teubé de la revendication. On dit, mais vous, les gars, franchement. Toujours le mec moins malin que les autres, toi. Le plus malin, c'est pas facile de le trouver, mais le moins malin, tu le repères très rapidement. Toi. Ce truc-là, je te dis, dans une moindre mesure, j'ai vécu un événement comme ça pendant mes années universitaires. Ouais. Il y avait eu un mouvement de grève là où j'enseignais. Il y a eu un soir, les gens avaient atteint leur seuil de rupture, en fait, et tout d'un coup, j'étais dans ma chambre, j'ai vu des gens qui sortaient de leur chambre et tout, du campus, qui commençaient à vouloir ériger une barricade pour montrer leur mécontentement. Mais les choses se passent comme ça, comme dans le film. Un chaos qui s'organise au fur et à mesure. Chacun veut faire un truc en particulier, après il y a finalement des voix qui finissent par organiser le truc. Non, on va casser telle porte. Oh, ce sont les portes on va les utiliser ces portes à un moment donné. Tu vois, des trucs comme ça, il y a des teubés qui vont balancer leurs idées, après il y a des gens qui vont dire, on s'est calme, hein. On est là, c'est bon pour montrer notre mécontentement. On est pas là pour... C'est là où tu vois que c'est aussi, il devient le leader, donc le frère, celui qui a balancé le cocktail. Oui, c'est une des voix, c'est une des voix qui... On fait pas n'importe quoi là. Et bon, il balance les frigos et tout. Même, il y a un truc aussi horrible. C'est genre, tu vois, mec qui est là, à un moment qui est là, vous chopez tout dans tous les appartements et vous les balancez par la fenêtre. C'est des choses. Avant, tu as vu les gens évacuer de chez eux. C'est-à-dire que c'est des vrais J'ai pensé à ça. Ça m'a énervé cette phrase-là. Même, tu vois, dans la façon dont c'est représenté dans les médias, les choses comme ça, tu dis, mais oui, mais en fait, c'est vraiment les affaires de quelqu'un qu'ils ont balancé. C'est pas. Oui. Ça m'a énervé cette fois. Je me suis dit, mais ce sont des gens que vous connaissez, ce sont des voisins à vous, en fait. Pourquoi vous faites ça? Les mecs, ils ont déraillé, en fait. Et tu peux plus les raisonner. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que, pareil, là, à nouveau, hein, on est dans le spoil, mais quand il y a la bascule, tu vois, le frère militaire, lui aussi atteint son point de non-retour. Bien sûr. Et tu vois qu'en fait, on a tous notre limite, tu vois. Et lui, bah oui, il y a un moment. Surtout qu'en plus, les flics, c'est son autre frère qui les a appelés, en fait. Oui. Et c'est ça qui est ouf. En plus, tu vois, c'est le dealer qui appelle la BAC et tout. Tu vois, le truc, ça pue. Tu sens que ça pue de base. Mais ouais, moi, il y a un côté qui m'a... Il s'en prend son frère et tu peux plus rien faire. Même la manière de filmer, en fait, la violence, c'est extrêmement pudique, en fait. En fait, je sens que c'est pas ce qu'il veut mettre en avant dans ce truc-là. La violence frontale n'est jamais... Bon, en fait, c'est pas comme un film où on va tout pour te montrer. Regarde les méchants policiers taper sur les gentils banlieusards. Il n'y a pas cette scène-là où on te prend sauf si je me trompe, où on te prend où la caméra s'attarde sur le fait qu'on massacre un. C'est le moment où les policiers s'en prennent vraiment, où tu les vois physiquement. C'est quand les gens sortent de la cité, non bien. Oui, alors oui, il y a ce côté-là, mais c'est plutôt ce côté panique, on ne sait plus qui fait quoi. Ouais. Mais le moment où tu les vois, ils s'en prennent, ils tapent à la matraque sur les gars, c'est quand les mecs de la cité chopent un des CRS, on lui retire son casque et essaie de le prendre en otage et de le ramener dans la cité. Où là, ils y vont. Mais tu vois, c'est vraiment pour défendre un des leurs. Justement, ce que je te dis, c'est que c'est pas de la prise. Il n'y a pas de la prise à partie gratuite, en fait. C'est ce dont je parlais. Tu vois, on prend un mec. Même filmer ça, même filmer la violence. Par exemple, il y a un moment qui m'a le plus touché dans sa manière de filmer. Je sais pas, j'ai pas envie de spoiler. Bon, on est dans la partie spoil, effectivement, on peut dire des choses. Le moment, je vais simplement dire le cocktail Molotov et le deuxième frère. Là où il ne lance pas le cocktail. Quand il finit par éteindre le feu, quand il soulève, on ne filme jamais l'état dans lequel se trouve. C'est pudique, c'est respectueux. En fait, c'est comme pour te dire qu'on n'est pas là pour filmer la violence. En fait, c'est comme pour te dire qu'on n'est pas là pour... C'est pas ce qu'on veut vous montrer. C'est pas ça que je veux vous montrer. C'est cette façon de filmer. En fait, j'imaginais, parce que cette scène m'a fait penser à une scène d'un manga que je connais qui s'appelle Tokyo Ghoul. Une scène comme ça, le mec récupère un peu le corps de son pote. Et je me suis dit qu'on allait nous filmer une espèce de marche funèbre, grandiose, pour te montrer la souffrance du type. Mais non, il n'a pas filmé ça comme ça. Il n'a pas fait ça comme ça. Il était très pudique. En fait, c'est quelque chose de... Il te montre qu'il soulève le truc, il dépose, il met un drap dessus et on ne s'attarde pas dessus comme un... Il n'y a pas ce regard pervers sur ça, en fait, sur les conséquences de la bataille, en fait. Ça, j'ai aimé. On n'est pas là pour écouter ça. Il y a un discours qu'on essaie de raconter. À la toute fin, la toute dernière scène, tu vois de loin, tu vois juste les pieds, tu vois. Tu sais ce qui s'est passé. Ça se passe après, d'ailleurs.
Ça se passe, tu vois, ça se passe à la toute fin. Tu vois pas toute la scène. Et la fin se termine comme cette histoire devrait réellement se terminer. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de bon gentil qui survit. C'est simplement un chaos total pour tout le monde. C'est tragique. Tragédie. Voilà, c'est une tragédie. Et le mec, il a pris à partir de vouloir nous retranscrire. C'est une histoire qui, comme tu l'as dit, en fait, c'est une histoire qui n'a pas d'époque, ce qu'on nous raconte là. Moi, ça m'a fait penser aux raisons bêtes, en fait, que les grandes guerres. Quand on se rend compte que l'une des raisons de la bataille de Troie, pour ceux qui connaissent le film Troie et les histoires sur Troie, c'est à cause d'une femme. Hein. C'est juste Agamemnon, hop, il a été cocu, il a fait OK, je vais vous défoncer. C'est ça. Et cette histoire, c'est comme ça pour montrer que les plus grands chaos naissent souvent de choses qui paraissent aujourd'hui. Quand tu prends du recul, tu te dis, mais c'est tout ça pour ça. Et même la fin, en fait, quand j'ai vu la fin, je me suis dit, en fait, j'ai pas dit tout ça pour ça, je me suis dit, ouais, le mec, il a mis, même jusqu'au bout du style, il y a mis du style, quoi. Et j'ai dû revoir la fin pour me rendre compte que le bâtiment, il y avait les policiers qui rentraient dans le bâtiment. Pour montrer qu'en fait, le raid, oui, pour montrer que tout le monde a perdu des gens dans cette affaire, en fait. Tout le monde a perdu des gens dans cette affaire. Et aussi, quelque chose de très intéressant, c'est que quand tu vois ce côté, justement, les policiers ne sont pas forcément les ennemis, enfin, le mal, on va dire. C'est quand tu as ce regard du mec qui monte sur l'échelle de pompiers pour entrer dans la cité, donc le policier qu'on va suivre. Et ce regard, il est perdu, c'est le regard d'un enfant qui est « qu'est-ce que je fous là ?» Mais ce côté, voilà, voilà, je vais à la castagne. Le côté qui est fou et pervers dans ce qui se passe, c'est pour moi le dernier moment du policier, celui quand il est relâché, quand il se mêle aux jeunes de la cité et on lui demande de se déshabiller. Là, il se met à la place, justement, sont ses collègues qui sont en train de... Narrativement, en fait, je trouve que c'est un beau boulot. La narration visuelle de ce film est quand même folle. Ils auraient pu faire le côté un peu bavure policière à ce moment-là. Oui. Non, il n'en fait pas trop. Il n'embête pas les jeunes. Le fait qu'il se déshabille, c'est normal. On sait, il pourrait cacher des armes, il pourrait avoir enlever vos vêtements et ils ne sont pas allés jusqu'à dire d'être entièrement nus. Non, retirez ce que vous avez et tout. Voilà. Et sérieusement, je trouve que ce film mérite d'être vu. Ouais. Et n'ayez pas des a priori parce que ce film, je trouve, était réalisé avec une forme de respect pour tout le monde, en fait. C'est quelqu'un qui a... On a tous des parents dans la police, on a tous des parents qui sont dans différents corps de la société. On a des parents qui sont riches, pauvres, policiers et autres. Donc, quand tu filmes ces gens-là, et comme le montre les toutes premières scènes du film, c'est que même ces policiers qui paraissent ne pas avoir de visage derrière leur masque, ils ont des familles. Ce sont des personnes qui font leur boulot pour essayer de maîtriser les gens. Et de l'autre côté, on te montre aussi des personnes humaines qui vivent aussi les conséquences de cette tragédie. Et regardez ce film, les amis. Regardez ce film, il mérite d'être vu. Le mal qui dénonce, c'est pas les policiers. Si vous voyez des gens sur les réseaux sociaux qui vous disent que c'est une critique de la police, non. Et en général, regardez quelles sont les opinions de ces gens-là. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour, franchement. Moi, je trouve et il faut garder un peu de matière pour découvrir ce film parce que le film est suffisamment incroyable comme ça. Découvrez ce film, regardez ce film, il est... Ok. En tout cas, merci. C'était une première sur Twitch. Voilà. Merci de m'avoir fait mon baptême de l'air. Merci de m'avoir invité. Ça m'a fait plaisir que tu m'invites pour parler de ce film qui mérite justement qu'on en parle. Et j'espère que beaucoup d'autres vidéastes en parleront parce que ce film mérite d'être vu. Ouais. N'ayez pas peur de voir ce film. Il faut le voir. Alors, c'est vrai que c'est dommage qu'il ne sorte pas au ciné, mais Netflix a quand même mis, je crois, 35 millions. Oui, tu vois on peut faire des belles choses avec 35 millions. Donc c'est bien. Tu vois, il y a vraiment eu un vrai investissement. Là, au moins, merci d'avoir souligné l'investissement de Netflix parce qu'il faut le dire. Bravo à Netflix parce que 35 millions pour un film français. Bravo et bravo au réalisateur parce que visuellement ce qu'il a fait est bien. Et frère, fais-nous un film de super-héros s'il te plaît. Film qui était tourné à Évry. Je crois, ouais, c'est. Ouais, c'est à Évry, effectivement. Ils ont mis une bonne ambiance, je pense, à Évry en 2021. Putain, mais ça devait être dingue. Je rêverais de voir comment ils ont fait les plans séquences. C'est incroyable.
Enfin bon, voilà, on l'a déjà dit. Merci. Est-ce que tu as des actus là, du coup, autant en profiter? Tu as des vidéos qui sortent là? Je prévois encore certainement une vidéo sur le cinéma africain, probablement mercredi prochain. Je pensais à regarder le film Sarafina. C'est un film très connu et je ne sais pas si tu connais. Si tu ne connais pas, je t'invite à découvrir ce film parce qu'on vient de regarder. C'est dans le sens de ce qu'on vient de regarder là aussi. Sauf que ça, regarde Sarafina, ça parle de l'Afrique du Sud, des événements de l'Afrique du Sud pendant l'une des périodes les moins cool de l'Afrique du Sud. Donc, je vous invite à regarder ce film parce que je vais cette fois vraiment la décortiquer. Et justement, si tu regardes ce film, on pourra commenter ça ensemble sur mon format, les séances Afro du Geek, justement. Si tu regardes, on pourra en parler ensemble. D'ailleurs, Romain Gavras a dit que son histoire est une histoire universelle. Elle se passe dans une cité française, mais elle pourrait se passer n'importe où, à n'importe quelle époque. Je ne sais pas comment on pourrait faire pour la voir en interview sur l'une de nos chaînes parce que j'aimerais tellement lui poser des questions. Il a fait un truc de malade et non, mais c'est un bon, mine de rien, c'est un bon. Tout à fait. Romain, si tu nous regardes, voilà. Ok. Des coups de fil. Je connais des gens qui ont bossé avec son père. Je vais leur dire, les gars. Mais voilà. En tout cas, merci. Moi, de mon côté, j'ai la vidéo sur la version longue de Terminator 2 qui sort demain matin. Si les bots YouTube arrêtent de me faire chier. Au fait, toi et moi, on n'est pas censé faire un truc sur Watchmen aussi? Il faut l'enregistrer. Mais oui, c'est prévu. C'est juste, j'ai pas la date parce que là, c'est un petit peu compliqué au niveau de mon agenda. La semaine prochaine, j'ai pas encore tout. Normalement, je sais presque tout, mais peu importe. Déjà, ouais, demain matin, donc là, on est vendredi, donc samedi matin, vidéo sur la version longue de Terminator 2 avec Morgane et son ciné. 1h03 à parler de la version longue de Terminator 2. Il y a beaucoup de choses à dire avec des vrais extraits de Terminator 2. Pas trop parce que le bot YouTube arrête pas de bloquer la vidéo, j'en peux plus. Et voilà, en tout cas, merci. La vidéo sera dispo aussi en replay sur YouTube. Donc, merci à nos invités aussi qui sont venus discuter avec nous. Ça a été un plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt. Bonne soirée et bisous virils à tous. Bisous tout le monde.